Madame Deschênes n'est pas là aujourd'hui. On va faire de la grammaire pendant son absence. Oh, fudge. Moi, je veux pas faire de la grammaire. Ah! Ben non, je vous ai bien eu, je suis là, mais on fait quand même de la grammaire. C'est une notion qu'on a déjà vue ensemble en classe par rapport au texte explicatif, encore une fois. C'est la relation, ben, les relations de cause et de conséquence. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reparler des éléments linguistiques qui servent à exprimer la cause ou la conséquence. Donc quand je dis éléments linguistiques, je parle vraiment des mots ou des groupes de mots qui vont m'indiquer là, clairement dans un texte que ici je vais avoir une cause ou ici je vais avoir une conséquence. Donc c'est parti. Un petit rappel du texte explicatif pour commencer. Bien, un texte explicatif, ça sert à donner une explication à une affirmation, un fait ou un phénomène scientifique en répondant à une question en pourquoi. Donc, dans le texte explicatif, vous avez toujours une question en pourquoi à laquelle vous devez répondre. Puis ben, quand on a un pourquoi, on a un parce que, ok? Donc on a des causes, puis parfois on peut avoir des conséquences rattachées à ces causes-là. Cette explication dans le texte explicatif devra contenir des éléments d'explication, c'est-à-dire des causes, comme je viens de vous le dire, puis ces causes pourront entraîner des conséquences, notamment dans le cas d'un texte qui respecte la structure cause-conséquence. Donc on se rappelle que les deux structures les plus communes, c'est l'énumération de causes. Donc j'ai ma question en pourquoi et par paragraphe, je vais énumérer mes causes. Puis on a la structure cause-conséquence. Donc quand on va avoir une cause qui va entraîner une conséquence qui, elle, va devenir la cause d'une autre conséquence, qui, elle, va devenir la cause d'une autre conséquence et ainsi de suite. Donc, la relation cause-conséquence, ça exprime un lien logique entre deux éléments. La cause, c'est la raison ou l'origine. C'est ce qui va produire notre conséquence. Puis la conséquence, ben, c'est le résultat, l'effet ou la répercussion d'une cause. Elle peut être exprimée et repérée à l'aide de plusieurs éléments linguistiques, la relation cause-conséquence, dans un texte. Ça, c'est tout à la page 8 de votre document théorique que certains ont en version papier. Si vous ne l'avez pas avec vous, c'est sur Showbie aussi, dans le dossier du texte explicatif. Donc, les éléments linguistiques, je vous les rappelle, il y a la ponctuation, il y a la préposition, le subordonnant, le coordonnant, puis le moyen lexical. Donc, on va revoir chacun de ces éléments-là, puis je vais vous donner des exemples pour que ce soit plus clair pour vous. Alors, toujours avec Horatio, on va commencer avec la ponctuation. Donc, on peut utiliser soit les deux points ou la virgule. Donc, l'utilisation des deux points, c'est pour introduire une cause ou une conséquence. Donc, il y a deux exemples ici. Le premier, les gens sont inquiets, deux points, Horatio est un peu blême. Okay? Donc, si Horatio semble blême, on pourrait croire qu'il a le coronavirus. Donc, ça pourrait rendre les gens inquiets. Alors ici, les gens sont inquiets, j'ai mes deux points. La cause de l'inquiétude, c'est le fait qu'Horatio soit un peu blême. Donc ici, mes deux points vont introduire ma cause. Donc c'est ce qui va venir après les deux points. Quand je vous pose la question, est-ce que cet élément-là sert à introduire une cause ou une conséquence? Mais si ça l'introduit, nécessairement, c'est placé avant ce que ça va introduire. Donc c'est ce qui va venir après là, qui va être votre cause, votre conséquence. Même chose pour les deux points, mais cette fois-ci, lorsque les deux points vont servir à introduire une conséquence, il fait chaud, deux points, les joues d'Horatio se colorent. Donc, la cause, c'est qu'il fait chaud et les deux points vont introduire la conséquence. Donc, le fait qu'il fasse chaud, ça fait en sorte que les joues d'Horatio se colorent. Donc, ma conséquence. Pour ce qui est de la virgule, ça va être un peu le même principe que les deux points. Encore une fois, la virgule peut introduire une cause. Donc, dans l'exemple qu'on a à l'écran, François est déçu, virgule, les gens semblent apprécier Horatio plus que lui. Donc, ce qui va venir après la virgule, c'est la cause de la déception de François. Puis ensuite, ça peut introduire une conséquence aussi. Il fait froid, virgule, Horatio se couvre d'un bonnet. Donc, parce qu'il fait froid, c'est ma cause. J'ai ma virgule qui va introduire ma conséquence. Donc, Horatio se couvre d'un bonnet, c'est ma conséquence. Donc, c'est le même principe, là. Votre élément linguistique va toujours être placé avant ce qu'il va introduire, donc avant soit une cause ou une conséquence.
Ensuite, la préposition ou le groupe prépositionnel, parce que souvent on n'aura pas juste une préposition. Ben oui, on va avoir juste une préposition, mais des fois ça va être un groupe de mots. Par exemple, dans ce qui est montré à l'écran, là, grâce à son charisme légendaire, ben, grâce à ces deux petits mots qui forment une préposition. Donc, la préposition, on va voir comment la distinguer là, un peu plus tard dans les capsules, mais c'est un mot invariable qui sert à introduire un complément. Ici, on va l'utiliser pour introduire soit une cause ou une conséquence. Donc, dans l'exemple que je viens de vous dire, grâce à son charisme légendaire, Horatio rend gaga tous les Québécois. Bien ici, ça introduit une cause qui est le charisme légendaire d'Horatio. Donc, ça, c'est la cause. J'ai grâce à qui est placé devant ma cause, donc ma préposition introduit ma cause. Et ensuite, j'ai ma conséquence. Horatio rend gaga tous les Québécois. Ça peut aussi introduire une conséquence, un groupe prépositionnel ou une préposition. Horatio est apprécié de tous au point de rendre jaloux François. Donc, au point de, c'est encore une fois une préposition. Puis, cette fois-ci, ça introduit une conséquence. Donc, ma conséquence, c'est que François est jaloux parce qu'Horatio est apprécié de tous. Ensuite, ça peut être un subordonnat. On s'en est déjà beaucoup parlé de la subordonnée circonstancielle. Donc, un subordonnat, je vous rappelle que c'est un mot invariable qui permet d'intégrer une phrase dans une autre. On va utiliser le subordonnat soit pour introduire une cause ou une conséquence, encore une fois. Puis là, c'est vraiment mon subordonnat qui va changer. Ce ne sera jamais le même si on introduit une cause ou une conséquence. On s'en est déjà beaucoup parlé. Donc, un exemple ici de l'introduction d'une cause. Monsieur Dumpeling est un peu à l'étroit parce qu'il est entré dans un pot. Donc, parce que ça introduit la cause. Monsieur Dumpling est entré dans un pot, ce qui fait en sorte qu'il est un peu à l'étroit. Donc, ici, ma conséquence est placée avant. Mais mon élément linguistique, donc mon subordonnat parce que, est placé devant ma cause, donc il introduit ma cause. Ça peut aussi introduire une conséquence. Il miaulait de sorte que j'ai dû l'en faire sortir à l'aide d'un peu d'huile de canola. Donc, de sorte que c'est mon subordonnat qui vient exprimer ma conséquence. Donc, parce qu'il miaulait, j'ai dû l'en faire sortir à l'aide d'un peu d'huile de canola, pas un pot complet quand même. Donc, de sorte que ça vient introduire la conséquence qui est que j'ai dû l'en faire sortir à l'aide d'un peu d'huile de canola. Maintenant, le coordonnant, c'est aussi un mot invariable qui permet de lier deux éléments du même niveau. Le coordonnant, vous le mélangez souvent avec le subordonnant. Il y a un exercice là, en dessous qui va vous aider à distinguer un subordonnant d'un coordonnant. L'utilisation d'un coordonnant peut introduire la cause et la conséquence aussi. Donc, si c'est une cause, les élèves sont irrités car leur enseignante parle toujours de son chat. Le car ici, c'est un coordonnant. Il vient introduire ma cause. Donc, puisque moi, je parle toujours de mon chat, ben, vous êtes irrité. Ça, c'est la conséquence. Donc, car ici introduit la cause. Ensuite, une conséquence, le fait d'en parler lui fait plaisir, donc elle continuera de le faire. Ici, donc, ça vient introduire ma conséquence. Parce que ça me fait plaisir d'en parler, je vais continuer de le faire. Donc, voilà. Ensuite, il y a les moyens lexicaux qui sont soit les noms ou les verbes. On peut utiliser un nom pour introduire une cause et une conséquence. En voici quelques exemples. La lumière bleue projetée par les écrans peut être une cause de l'insomnie. Mais là, évidemment, j'ai le mot cause, OK? Donc, on sait qu'il y a une relation de cause-conséquence ici, mais faites attention parce que même si c'est le mot cause, il ne sert pas à introduire la cause ici. Il va me dire ce que ça va causer. Donc, ça introduit une conséquence ici. Elle peut être une cause de l'insomnie. Okay? L'insomnie, c'est la conséquence. Donc, faites attention, là. Demandez-vous vraiment qu'est-ce qui est placé après sans regarder le sens du mot pour cette situation-là et dans toutes les situations. Donc, qu'est-ce qui est placé après mon élément linguistique, c'est ça que ça va introduire. Le deuxième exemple, la fatigue est un effet de cet effort important. La fatigue est placée avant, donc ce que ça introduit, c'est ma cause, cet effort important. OK? Donc, celui-là est un peu plus mélangeant. Ensuite,
Je peux utiliser aussi un verbe pour exprimer la cause et la conséquence. Le fait de fermer les épiceries le dimanche engendre beaucoup de mécontentement. Ici, ça veut introduire la conséquence. Le fait de fermer les épiceries le dimanche, c'est ma cause. Ça engendre quelque chose. On pourrait dire que ça provoque aussi, ça cause beaucoup de mécontentement, qui est ma conséquence. Puis la joie suscitée par la victoire de M. Dumpling à ce concours de beauté féline est palpable. Donc, la joie est placée avant, ça c'est la conséquence. Donc, ce que susciter sans introduire, c'est la victoire de M. Dumpling à ce concours. Donc, c'est la cause de ma joie. Vous avez des exercices à faire en dessous. Donc, il y a un exercice sur comment distinguer le coordonnant du subordonnant. Puis, vous avez aussi un exercice avec un corrigé sur les éléments linguistiques qui expriment la cause et la conséquence. Dans la prochaine capsule, c'est encore de la grammaire. On va revoir la subordonnée circonstancielle rapidement. Je sais qu'on l'a déjà vu souvent, mais il ne faut vraiment pas l'oublier. C'est une notion qui est super importante pour la fin de l'année. Donc, on va toucher à ça un peu mercredi. Bonne étude!